Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, 2400e vidéo. Alors comme à chaque palier de 100, vous avez l'habitude maintenant, je vais ici évoquer un film qui m'est très cher ou culte. Et ça tombe bien, puisqu'il y a quelques jours, je vous parlais de Gremlins pour Noël. Eh bien, il va être question ici de sa suite. Gremlins 2, la nouvelle génération de New Batch, sorti en 1990, 6 ans après donc, une nouvelle fois réalisé par Monsieur Joe Dante, sur un scénario non pas de Chris Columbus ici, mais d'un certain Charles Haas, peu connu à l'époque, mais qui retravaillera avec le metteur en scène sur le fort bon Panic sur Florida Beach. Et au casting, on retrouve dans les rôles principaux, comme dans le premier, Zach Galligan et Phoebe Cates dans les rôles de Billy et Kate. On retrouve également les Futterman, donc Dick Miller, l'incontournable de la filmographie de Joe Dante, et Jackie Joseph qui joue son épouse, et Kay Luke qui reprend son rôle de Monsieur Wing au démarrage du métrage pour une introduction en miroir presque inversé du premier film. Sinon, il y a deux nouvelles têtes, et pas n'importe qui. Quelques acteurs qui me sont fort chers, notamment Christopher Lee qui joue le docteur Cathéter, une sorte de savant fou. Et on voit que Christopher Lee a beaucoup pris de plaisir à interpréter une sorte de parodie de lui-même indirecte, là encore. John Glover est là dans une sorte de réincarnation de Donald Trump. Et John Glover, c'est un acteur dont on parle très peu, mais il a eu la particularité de jouer dans beaucoup de mes films préférés, par exemple L'Antre de la Folie ou encore Réalité de Quentin Dupieux. Et il y a aussi mon grand-père des années 90, si on veut, Robert Prosky, après on le retrouvera dans Last Action Hero, ou encore Mrs. Doubtfire. On va citer également Haviland Morris qui joue Marla, le potentiel love interest de Billy, ou non, attention, parce que Kate, elle le guette. Et il y a aussi Kathleen Freeman qui jouait la religieuse dans les Blues Brothers. Bref, on peut citer beaucoup de noms. Et si vous regardez le film en VF et que vous écoutez bien certaines voix, notamment des bestioles, nous avons Robert Darbois qui joue un peu de Gremlin cérébral intellectuel, là, et ça, c'est extraordinaire. Il y a aussi Raymond Cruz, tiens, je vais le citer parce que avant Breaking Bad et son rôle de Tuco Salamanca, il joue le livreur qui siffle, qui pense que c'est Sting, mais c'est pas Sting, c'est la chanson de Gizmo. Car oui, Gizmo va être de retour 6 ans après. L'histoire se déroule non pas à Kingston Falls, à la campagne, mais bel et bien à New York. Et alors, paf! Ici, on franchit toutes les limites. C'est l'une des thématiques principales d'un film que je préfère au premier. Et ça, c'est une, on va dire, unpopular opinion, je pense. Ça fait partie pour moi de ces rares suites de très bons films de base, quand même, qui sont supérieurs, comme Terminator 2 ou L'Empire contre-attaque. Pour ne citer que cela, il y en a d'autres probablement. Donc, New York, disais-je. On retrouve Chinatown, certes, mais là, ce n'est pas le père de Billy qui vient chercher fortune, mais le bras droit d'un certain Daniel Clump, et pas Trump, donc, qui veut racheter les lieux et tout détruire pour faire la nouvelle Chinatown. Évidemment, Monsieur Wing résiste à la modernité et au capitalisme, à l'envahissement de ces traditions qu'il a apportées lui-même de Chine aux États-Unis. Je ne vais pas refaire l'aspect politique du premier film, ici ça transcende de toute façon beaucoup de frontières. Mais voilà, il est mourant, Monsieur Wing, et en effet, il ne va pas résister longtemps. Après, on va dire un début triste, hein, quelque part, où ce bras droit joué par Robert Picardo, tiens, je ne l'ai pas cité, lui aussi un acteur fétiche hein, de Joe Dante, depuis Explorer, après Gremlins. Et ben ouais, le mépris absolu, on lui laisse la télé comme ça, mais la télé il en veut pas. Gizmo, bah lui il est content de la retrouver la télé, voir Rambo 2 ou 3 ou les deux, je ne sais pas. Et ça va lui donner des idées pour plus tard. Donc Gizmo, bah il va devoir s'enfuir, même s'il y a une petite incohérence au moment où on détruit les lieux. Après la mort de Monsieur Wing, il reste là sur la table, genre personne n'a remarqué sa présence. C'est pas grave. Ça prouve qu'on s'en fiche en fait de cet endroit, c'est terrible. Et Gizmo va partir et va être récupéré par des scientifiques, les jumeaux là, joués par des jumeaux Stanton qui seront, on va dire, une économie d'effets spéciaux pour Terminator 2, si vous voyez la référence. Comme la sœur de Linda Hamilton d'ailleurs, bon, c'est très amusant tout ça. Et ouais, il va se retrouver dans ce laboratoire, dans le... alors pas la Clamp Tower, mais le Clamp Center, qui est une parodie de la Trump Tower, où travaillent Billy et Kate. Et oui, on les retrouve ici. Le hasard va remettre donc ces deux personnages sur la piste de ce Mogwai. Billy, il essaye de se faire à cette nouvelle vie, c'est pas évident. Lui, l'artiste qui travaille pour un, on va dire,
Ouais, enfin, il doit faire des maquettes ou des dessins de choses, mais c'est pas du tout ce qu'on veut qu'il fasse. Enfin, lui, ce qu'il fait, c'est pas forcément ça. Ça ne convient pas à sa patronne, qui a une pression, un stress absolu, Marla, qui fume tout le temps, qui veut plaire à Trump. Oui, à Clump. À un moment, Clump va venir et trouver que Billy fait du bon travail. Et à côté, Kate, elle est guide touristique de la tour, avec ce chapeau ridicule là. Kate semble mieux adaptée quand même. Ah oui, un petit peu. Et les Futterman vont débarquer avec le mari qui est toujours traumatisé du premier film. Vous savez qu'il se méfie des étrangers toujours. Et ben bref, Gizmo, il est là. Il va être libéré par Billy de ce labo. Oui, alors c'est difficile de faire un synopsis de ce film, c'est très compliqué. Et malheureusement, cette libération va faire qu'il va se retrouver sous l'eau. Et multiplier les gremlins, enfin les Mogwai, c'est pas une bonne idée parce qu'ils vont vite devenir des gremlins. Surtout qu'à cet endroit-là, on peut manger facilement après minuit, tout reste ouvert toute la nuit, c'est incroyable, c'est la démesure. Et donc, invasion potentielle des gremlins à New York. Ou pas, parce que le film a certes du budget, mais va être contenu dans cette tour, une sorte de huis clos ultra-capitaliste où Joe Dante se donne un malin plaisir à tout déconstruire et à laisser cours à sa propre liberté créatrice. Parce que, il faut le savoir, Joe Dante, il n'avait pas envie de faire ce film, ça c'est certain. Mais alors, on lui a promis un petit pont d'or et allez, tu fais ce que tu veux. Hein, le premier a tellement eu de succès que là on y croit. Et il s'est lâché comme jamais, ce qui a fait que ce film n'a pas été apprécié de tout le monde et a été un véritable fiasco, parce qu'elle est sortie au mauvais moment aussi. Un petit peu le destin de Last Action Hero 3 ans avant. Et il y a des parallèles qu'on peut faire avec ce film que j'adore beaucoup, le côté méta. Même si ça va autrement, des films qui sont en avance sur leur temps, et qui déconstruisent déjà très tôt dans les années 90 l'univers 80s ultra-capitaliste R. Reagan de l'Amérique et du cinéma américain. Pas pour rien que du coup avec le Rambo 2 et 3, oui, Gizmo va se rêver héros, etc. Mais il est quand même mis en second plan, le pauvre. Lui qui a été matrixé par cette télé. Et derrière, bah oui, il va se passer énormément de choses. Et à un moment, le film se parasite lui-même. Joe Dante décide, oui, de rompre le quatrième mur. Et même de prendre en otage son propre film pour montrer que, oui, il a le contrôle du blockbuster, comme les Gremlins ont le contrôle du film. On va même parler du premier film à travers un critique célèbre qui parle dans le film. Et on va voir, si vous l'avez vu au cinéma à l'époque, la projection a été interrompue, même que Hogan lui-même doit la remettre en place. Alors moi, je l'avais découvert à la télé, donc j'avais vu l'intervention de John Wayne à la place. Et depuis, j'ai vu les deux versions, avec ses ombres chinoises et tout. Amusant ça, les ombres chinoises, alors que justement les Mogwai sont probablement originaires de Chine. Enfin les Mogwai et les Gremlins, surtout, à ce moment-là. Et c'est magistral comme film. À chaque fois que je le revois, je l'apprécie toujours autant, voire plus, parce qu'on y voit encore plus de profondeur. Celles et ceux qui pensent que c'est juste une comédie horrifique qui lâche les potards et qui n'a rien de subtil et qui finalement en est ridicule et juste un empilement de scènes, posez-vous 2 minutes et réfléchissez à l'impact absolu et à l'anarchie chaotique extraordinaire que Joe Dante a mis en place dans un système à l'époque Hollywood avec beaucoup d'argent. La Warner, elle produit ça avec Amblin, donc Spielberg qui coproduit. Les deux n'allaient pas, enfin Warner et Spielberg n'allaient jamais imaginer ce que Joe Dante allait faire. Ah oui, il a détruit un petit peu les conventions et le film n'a pas fonctionné. Les gens n'étaient probablement pas prêts à l'époque, mais depuis, quand même, il a gagné son statut de jalon culte, ce deuxième film. Quand bien même le premier soit toujours très bon, mais très différent. Et c'est en cela que j'aime beaucoup ce Gremlins 2, que j'ai peut-être découvert... Ah, je sais pas si je l'ai découvert après le premier, c'est difficile. En tout cas, je l'avais enregistré en VHS, certainement avant de peut-être revoir le premier après. Donc il est rentré vraiment dans mon cœur. Cette idée que on pouvait faire une film totalement opposé au précédent. Voilà, on ne joue plus sur le côté très horrifique d'ambiance que faisait le premier, notamment cette scène à la cuisine, qui est détournée à un moment dans cette scène de cuisine synthétique avec Marge et son micro-ondes. Voilà, aïe aïe aïe, oui, parce que j'aime bien le revoir en VF aussi ce film. J'ai un peu zappé les pistes sonores, parce que ça m'amuse, quand je connais un film par cœur, de faire ça. Et oui, tout est rendu dans la surconsommation. Déjà le premier film, c'est ça qui est fort. C'est que donc, on détourne là, mais il poursuit le propos du premier métrage, et il est conscient qu'il y a eu 6 ans depuis, il est conscient du succès de son premier film, Joe Dante, il est conscient donc de l'ère plus ou moins hyper américanisée et ultra dans la consommation qui s'est
encore plus, on va dire, mises en place depuis, pour faire cela. Et puis, il décide de tout défoncer parce qu'il n'avait pas envie de le faire à la base, donc pourquoi refaire la même chose? Non, on change la recette, et là, on libère les potards, on libère les créatures. Lui, le monstre créateur, décide de parasiter son propre travail par les parasites qu'il a créés, donc les gremlins, qui sont multipliés à l'extrême, avec des diverses personnalités. C'est très différent du premier film là-dessus. Plein de monstres, évidemment. C'est un film hommage à la Hammer, Universal, tout ce que vous voulez. Même hommage à Batman, sorti un an avant, et là c'est un twist de l'ironie du sort, dans le sens où Joe Dante, on lui avait proposé de faire Batman, mais il voulait pas finalement. Alors, il a laissé à Tim Burton, mais il va quand même référencer Batman là, avec la chauve-souris Gremlins qui va se transformer en gargouille, scène extraordinaire, où il va en extérieur, en dur, parce que il est protégé de la lumière du soleil grâce au cérébral gremlin. Eh bien, oui, il agresse le pauvre Monsieur Futterman, et les gens s'en foutent autour. Là aussi, on critique le fait que les personnes maintenant ne vont plus forcément aider les gens qui vont souffrir. Enfin voilà, il y a l'indifférence du capital, du capitalisme qui a matrixé les gens, et c'est un peu tout ça là qui est mis en place. C'est un film qui va très loin, qui est clairement avant-gardiste sur beaucoup de choses. Bon, sur la Trump Tower, oui, c'est technologie, même si ça existait déjà, il y avait des prototypes qui étaient plutôt vers la Californie, mais des tours automatiques comme cela, c'est pas évident. Alors tout est déréglé, hein. Tout est déréglé, la porte automatique et tout, avec la voix off que vous entendez qui est doublée en français par Pierre Athé. Enfin, tout est culte dans le film en fait, hein. Si t'as grandi dans les fin années 80, début 90, en jeune ado et tout, paf, quoi, boum. Et après, il y a beaucoup de choses qui, visuellement, sont hyper iconiques. Alors, beaucoup dans les références. Je vais pas reparler de l'aspect méta et interruption, mais quand même le Gremlins électrique, extraordinaire idée. Bon, Madame Gremlins, ouais, on retourne ici un petit peu les clichés de ces peut-être anciennes comédies musicales. Et évidemment, on a New York! Spectacle remarquable où les Gremlins s'amusent comme ils s'amusaient dans le premier film dans la taverne, évidemment. Donc finalement, il y a quand même des clins d'œil et des échos. Et on voit toujours des bestioles qui veulent être libres et faire ce qu'elles veulent. C'est le chaos anarchiste, anarchisme pur que Joe Dante voulait porter ici à l'écran en allant plus loin que le premier film qui déjà montrait cette idée-là. Et donc après, on apprécie. Bon, l'intrigue en elle-même, évidemment, le Gremlin araignée aussi, là pour le coup, on est dans l'horrifique. Et ça marche super bien là, dans les souterrains un peu. Bon, il y a piège de cristal pour Gizmo dans les aérations, enfin tout y passe quoi. Et architecturellement, c'est super ça aussi. On voit que ça a été fait en studio, c'est clair et net, mais rien à dire quoi. Un petit moment de musique aussi, ah bah oui, bon, comédie musicale, face domino pour Gizmo qui danse, et du métal, oui, il y a du Face No More, et Angel of Death de Slayer, waouh. Voilà, et moi à l'époque j'écoutais pas de métal, donc j'ai entendu du métal ici sans écoutez, maintenant, depuis, j'écoute beaucoup de rock metal. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce sweatshirt ici pour enregistrer. Bref, je suis dynamisé, électrisé à l'idée de vous parler de ce film. On pourrait toujours y trouver des défauts post-années 80, bien évidemment. Les personnages féminins ont ce stéréotype-là, mais bon, ici on a la patronne qui veut limite faire une promotion canapé à Billy. C'est un peu malsain, ça, et surtout dans ce sens. Et l'intérêt aussi de voir que dans le film, le traitement des personnages féminins, alors ça c'est discutable hein, peut-être, fait qu'elles ont plus succombé au capitalisme que Billy par exemple. Ou que le grand-père Fred, là, ce sort de Dracula, joué par Prosky, qui reste dans l'ancien temps. Ouais, parce que Kate, vous l'écoutez au début dans des petits dialogues comme ça qui n'ont l'air de rien avec Billy, mais elle est plutôt contente elle d'être là. Alors que Billy, lui, il aimerait l'épouser, Kate, et il fait pas assez d'argent, c'est compliqué. Et oui, l'argent quand même encore. Donc ce petit appartement, tout ça. Mais ouais, bon. Après, c'est des trucs secondaires, ça donne lieu à une scène assez étrange dans ce restaurant canadien, là, avec l'accent québécois, là, pour le serveur, là. Vous voulez un bouet? Bref, voilà, je pourrais parler de ce film pendant des heures, mais ça ne sert strictement à rien. Je finirai quand même sur un truc, l'aspect visuel. Il y a de l'animatronique toujours, il y a un peu de CGI de l'époque, du numérique, enfin, ouais, des effets qui ont un peu mal vieilli, il est vrai, mais ça passe. Et puis les créateurs sont tellement
varié et tout, qu'à un moment, oui, début 90, ne vous attendiez pas à une perfection absolue, mais il y a toujours ces effets-là marionnettes, et qui fonctionnent très bien. Donc, ne pas bouder son plaisir. Je peux comprendre qu'il soit moins culte que le premier, mais en soi, c'est souvent le cas des premiers films qui vont toujours plus marquer que le second, parce que ce changement d'ambiance, ce côté hyper dérision, hyper méta, ça a dû en agacer plus d'un, bien sûr, ça c'est évident, mais moi j'adore ça. Et j'ai beaucoup aimé ces films qui prenaient, on va dire, les blockbusters à revers à l'époque. Alors certes, voilà, j'adorais Jurassic Park, les Forrest Gump, mais il y a eu Last Action Hero, il y a eu Gremlins 2. Et c'est vrai que, quelque part, et je finirai là-dessus, Gremlins 2 annonce les années 90, on est en 1990, déjà va à l'encontre de ce cinéma hollywoodien des années 80, blockbuster, américano, très centré, machin, où la consommation, etc. Le premier Gremlins déjà était en dehors de ça. Et ça annonce donc pas mal de films qui seront un peu dans cette mouvance après. Et peut-être sortis trop tôt, et trop en décalage par rapport au premier. Voilà. Mais moi je trouve ça très fort. Et puis bah, vive John Glover, vive Robert Prosky, Christopher Lee, tout ça. Évidemment, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, comment vous l'avez découvert, est-ce que vous le préférez ou non au premier. Évidemment, là, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, même si vous ne l'aimez pas, lâchez-vous. Je vous dis à la prochaine, ciao.